Bonjour Eddy Harris. Bonjour Clément. Vous vivez en Charente, près d'Angoulême, où vous êtes installé depuis longtemps maintenant, et vous êtes donc américain. Vous publiez Confession américaine, un essai dans lequel vous livrez votre analyse sur l'arrivée de Donald Trump dans le paysage politique aux États-Unis. Vous présentez Donald Trump comme une figure politique nécessaire, bien que vous vous placiez en opposition à sa politique, hein. Pourquoi apparaît-il comme nécessaire à vos yeux? Qu'a-t-il révélé de l'Amérique? Je pense que finalement, il révèle que les Américains ne sont pas un peuple sérieux. Nous sommes piégés dans le divertissement et on est attiré par Trump parce qu'il se montre comme un homme riche, un homme, un showman. Et on était attiré par cette capacité de montrer qui pense qu'il est, qui n'est pas forcément la vérité. Dans ce livre, vous parlez d'un mensonge qui remonterait à la création des États-Unis, aux valeurs même transmises par les pères fondateurs, Thomas Jefferson, George Washington notamment. Qu'ont-ils voulu donner au pays et qui se serait révélé, selon vous, une illusion? Oui, c'est certainement une illusion parce qu'on pense que c'est un pays de liberté. On parle toujours des États-Unis comme un pays de liberté. Et depuis le début, c'était la liberté pour certains et pas pour tout le monde. L'un des mythes, c'est cette nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible avec la liberté et la justice pour tous. Ça, c'est un mirage aux États-Unis? Non, mais ça, c'est beaucoup mirageux. C'était dans le serment en tant qu'enfant, tout dit tous les matins à l'école, devant le drapeau. Et ça donne une impression qu'on est égal, on est libre et on est unis. Et ce n'est pas le cas. On voit ça avec l'élection de Trump, le nombre de personnes qui sont antidémocratiques, les gens qui sont démocratiques, et démocratiques avec un petit D. Mm. Ce n'est pas le Parti démocrate dont je parle. Donc Oui, on parle des valeurs. c'est un pays hyper divisé. Les côtes, le centre du pays, les villes, les paysans. Il y a beaucoup de clivages dans ce pays. Et cette illusion, vous la caractérisez à travers un trait d'union, celui qui décrit les Noirs aux États-Unis comme afro-américains. Vous remettez en question le fait que l'on accole le terme afro à celui d'américain. Pour quelle raison? Parce que j'ai fait un long voyage en Afrique et en revenant des États-Unis, j'ai constaté que je ne suis pas africain. Je suis un Américain, ça c'est sûr. Pourquoi affixer le afro ou l'italien ou polonais? Ça veut dire que je n'ai pas ma place dans ce pays. Je suis toujours un étranger dans les yeux de certains. Est-ce qu'au fond, la blessure originelle, elle remonte à cette division très forte aux États-Unis qui s'est caractérisée au moment de la guerre de sécession? Est-ce que c'est à ça que ça remonte? Ça, c'était le moment clé, peut-être, la guerre de sécession. Mais la plaie remonte jusqu'à la création du pays avec l'esclavage. La blessure originelle, c'est l'esclavage. Et les compromis, on a fait pour créer le pays, pour garder le Sud avec le Nord. On a fait des compromis, disons, dans la Constitution, qu'un homme noir ne compte que pour 3/5 d'une personne. Et ça, c'est à l'origine du système. Et on voit toujours une sorte de diminution des Noirs dans le pays. Mmh mh. Vous notez que, lors de l'élection de Barack Obama en 2008, son opposant John McCain, le candidat malheureux républicain, aurait pu réconcilier le pays dans son discours de reconnaissance de sa défaite. Et vous écrivez: McCain, après sa défaite de 2008, est la raison pour laquelle il nous a fallu Trump plus tard. Va falloir que vous nous expliquiez ça. McCain a dit que ça avait été un grand jour pour les Noirs, l'élection d'Obama, ce qui bien sûr est vrai. Il aurait mieux fait de dire qu'il s'agissait d'un grand jour pour tout le pays, pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes et ces enfants. 12% seulement d'une population, c'est-à-dire les Afro-Américains aux États-Unis, ne suffit pas pour élire un président. Oui, c'était un moment clé dans le pays après toute cette histoire qu'on a vécue, d'élire un noir en tant que président, l'homme le plus puissant dans le pays certainement, mais au monde. C'était une grande étape on a passée. On a passé une frontière énorme. Pourquoi pas dire que c'était un grand moment pour tout le monde et pas seulement pour les Noirs. L'histoire des Noirs, oui, ok, mais c'est un grand moment pour tout le pays. Et avec ça, c'était pas peut-être un pansement pour tous les plaies, pour toutes les blessures de tout le temps, mais
on ne couvre pas un grand play avec un point. Il faut plusieurs, et ça aurait pu être un petit pas vers un avenir meilleur. Il y a donc eu cette présidence Obama à partir de 2008 qui a suscité un espoir immense aux États-Unis et à l'étranger également. Obama, c'est la dernière grande figure démocrate qui a fait consensus. Comment jugez-vous aujourd'hui son bilan? Moi, c'est une opinion personnelle, je suis déçu par la présidence d'Obama. Il n'a pas fait grand-chose. Il est arrivé avec grand espoir partout dans le monde. Il a eu le prix Nobel de la paix pour rien. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Même son truc Obamacare n'était pas une réussite. Donc il est venu avec beaucoup de promesses non réalisées. Et désormais, avec Trump, vous nous dites que nous avons eu, nous, Américains, ce que nous méritions. Un homme de spectacle plutôt qu'un homme d'État. C'est le constat. Mais je pense que c'est ça. C'est un homme, c'est un showman. C'est pas vraiment un politicien. C'est pas quelqu'un qui connaît le système ni apprécie le système. Il est en train de détruire les institutions. Et sans les institutions, on n'a pas un pays. Eddie Harris, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de votre livre Confession américaine chez Liana Levy, un livre à lire à la veille de l'intronisation de Donald Trump le 20 janvier. Merci beaucoup.